Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Dans l'excellente revue Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille, dans son numéro 273 de septembre 2022, on a un petit bijou, un rapport sur les moulins sous la Révolution. Je vous conseille d'écouter ce podcast avec une carte de Marseille à proximité. Comme ça, vous allez pouvoir opérer au fur et à mesure de nos pérégrinations l'endroit qui est indiqué par le rapport et voir un petit peu comment ça a changé, ça a évolué depuis. Alors, d'où vient ce rapport pour commencer? Donc, c'est au printemps 1791 que pour élaborer un cadastre moderne, la municipalité de l'époque avait nommé des commissaires répartiteurs qui étaient chargés d'inspecter les maisons marseillaises, y compris les bastides du terroir. Et donc, parmi eux, on avait un certain Joseph Carles, 1766-1844, qui est natif du quartier du Canet, qui était jardinier au domaine du Grand Bachat, sur la rive nord du ruisseau des Égalades, et qui, avec son collègue Joseph Cusin, 1770-1830, jeune militaire, sachant comme lui observer, mesurer et noter, inventoria 488 propriétés, de la Nerte à Arenc, couvrant près de 1000 hectares. Et donc, par rapport à leur travail d'excellence, il fut nommé par le nouveau maire Mouraille pour vérifier le recensement des moulins à eau. Et donc c'est ce rapport qu'on va voir ensemble. Mon départ sur une barquette à fond plat, équipée d'avirons et de gaffes, a lieu au début du printemps 1792. Époque où les eaux sont assez hautes et la situation politique, tant locale que nationale, encore relativement calme. Avec Cusin, qui me seconde, nous nous sommes munis des rapports de nos devanciers, de crayons, pour les annoter, et surtout d'une longue vue de marine permettant l'observation à distance, la descente à terre ne devant intervenir que si nécessaire. C'est à Saint-Benet que nous embarquons sous le château de la Reynarde, centre d'un fief récemment aboli qui domine en ce lieu la rive droite de l'Yvonne, précisément dans le domaine de la Millière, du nom de Claude Millière, son propriétaire à la fin du XVe siècle, détenu depuis 1767 par le ci-devant marquis de Bossé, 30 hectares, dont 6 en prairies servant notamment au blanchiment des toiles. À travers les grands peupliers de la berge et sur le Béal qui double la rivière au sud, j'aperçois un petit complexe industriel formé de 2 moulins qui, selon les rapporteurs, broient, l'un du blé, l'autre de la brique, et flanquent une bastide, jadis bourgeoise mais abritant désormais des machines à imprimer les indiennes. En aval se profile le moulin de la Barasse, nommé d'après le conseiller Manjot, sieur de Barras, près de Digne, propriétaire au XVIe siècle, inclus dans un domaine aussi grand et verdoyant que la Millière, appartenant au même Bossé. C'est un moulin à papier qui jouste d'autres engins, plus une blanchisserie, valant à l'ensemble de le nom de manufacture, et je dois faire pivoter la lunette pour repérer juste en dessous, sur le bief passé du côté nord grâce à un aqueduc, le moulin de Clastres, possédé par la famille génoise de Foresta et semé en France sous François Ier. Situé dans un bien d'une douzaine d'hectares, précédé par un barrage formant cascade, il alimente un paradou, avec ses maillets frappant en cadence pour dégraisser et assouplir les draps. Cusin me fait remarquer que nous avons quitté Saint-Menet pour Saint-Marcel, ce que je m'empresse de noter en marge. Saint-Marcel possède 3 autres moulins que nous rencontrons sur ce même bief nord, désormais qualifié de Grand Béal, car se prolongeant presque jusqu'à la mer. Le premier est le moulin de Saint-Marcel, qui produit de la farine dans la propriété d'Antoine de Geoffrey. Vient ensuite le moulin à blé de village, d'une famille alliée à Jacques Coeur, et naguère titré de la Salle, dans un vaste domaine, 90 hectares, empiétant sur les Cailloles. Rebâtie en 1760, elle est donc comme neuve à l'époque. Sa grande et belle bastide est toujours debout au XXe siècle, sous le nom de la Rouguière. Puis le parroir, dit moulin de Saint-Vincent, de la propriété Louvicou. Entre ces 2 derniers, j'ai encore dû jouer habilement de la lorgnette pour reconnaître sur un petit bief, rive gauche, le moulin de la Moute, fonctionnant comme une scierie, tant les arbres de haute futée sont nombreux sur les berges. Je griffonne que le beau domaine de la Moute, 30 hectares, qui tient son nom des Dupuis, dit de la Moute, vendeur aussi devant Thomasin de Peigné, vient d'être rattaché par notre administration municipale au quartier de Saint-Loup. Le territoire de la Pomme, qui se trouve juste en aval, présente maintenant sur le Grand Béal 2 engins dits moulins du Colombier.
Le supérieur, inclus dans la propriété de Roland-Sillan, et tout près de l'église du hameau, consiste en un complexe formé d'un moulin à farine à 3 meules, de 3 scies à l'eau et d'un lavoir à blé. Le colombier inférieur, 800 mètres plus bas, dépend du domaine tout en prix de Joseph de Varage, ci-devant baron d'Allemagne, et ajoute un parroir aux activités du précédent. Cousin, qui m'a relayé à la lunette, me demande de consigner que les maillets de ce paradou sont visiblement à l'arrêt. Du fait de l'intrication des quartiers, nous voici de Rechef à Saint-Loup, qui révèle une autre scie hydraulique sur un petit bief rive gauche, traversant une terre en prés et vergers. C'est le moulin de Saint-Jacques, de la famille qui a fourni notre vénéré astronome. On parle ici de Guillaume de Saint-Jacques de Sylvabel, 1722-1801, 70 ans à l'époque, et toujours actif, qui sera nommé correspondant de l'Institut de France à sa création, 1795. Sur le Grand Béal, en face se dresse le moulin de Blancard, connu sous ce nom dès le XVe siècle, et l'un des rares engins indépendants de tout domaine bastidaire. Je découvre que les répartiteurs ont noté que, à la main de Jean-Baptiste Astre, c'est le plus actif de tous les moulins de l'Uvonne, pouvant traiter jusqu'à 300 sacs de blé par jour. Plus bas, sur un béal bâtard, rive gauche, s'aperçoit un modeste engin dit moulin de Blanc, géré par le ménager Joseph Fouque. Il est prétendu ne servir qu'à broyer du verre, sans doute pour la production d'abrasifs. De nouveau sur le Grand Béal, voici le moulin des prêcheurs, d'après ses possesseurs dominicains dès 1481. Confisqué l'an dernier par la nation, il a été remporté aux enchères par le marchand Offier, André Mauriès, qui s'en sert depuis pour battre les offres, destinées à fabriquer filets et cordages. « Grand pont droit devant !» s'exclame soudain Cousin en brandissant la lunette. En effet, quelques 300 mètres plus bas, se profile le vénérable pont de Viveau, remontant au tournant du XIVe siècle. On passait l'Uvonne à gué auparavant. Mais nous n'aurons aucun mal à franchir sa voûte, notre barquette n'ayant ni voile ni mât. À sa sortie, le moulin de l'hôpital, aux hospitaliers depuis 1332, qui vient d'être loué par la nation à la meunière Thérèse Bouze, nous tend ses aubes, sinon ses bras. Il est aussitôt suivi par celle du moulin de Viveau, broyant le blé dès le XIIe siècle et, depuis la fin du XVIIe, dans le giron des Saint-Jacques. Ayant repris la lorgnette à Cousin, qui doit écarter les roseaux avec la gaffe, je ne tarde pas à repérer un engin à 3 meules, dit moulin de cabane, ancienne possession de Saint-Victor, et passé lui aussi sous la coupe de la veuve Bouze. Je note en marge que nous sommes entrés dans le quartier de la Capelette, baptisé d'après la petite chapelle Saint-Laurent, invisible pour nous car plus au nord. Inaugurée en 1664, elle fut rasée en 2017. Le soleil étant monté, nous décidons de nous restaurer au prochain moulin. Ce sera celui dit le Paradou, le terme livrant sans fonction, qui relève du village de Sainte-Marguerite, indépendant, quoique contigu, au riche domaine, 15 hectares, de Montfuron. Une partie de son mécanisme à 4 meules sont exposées dans le hall de la station du métro de Rommel, située à son emplacement. Jadis possession des Valbelles et depuis 30 ans dans les mains du bourgeois rentier Esprit Julien, il était aussi inféodé à Saint-Victor dès le XIe siècle. Il appartient depuis un an au citoyen Mauriès, déjà nommé. Baptisé entre deux eaux, empli de chants d'oiseaux, le site est propice à l'accostage et au pique-nique, avec ses vastes prairies plantées d'arbres fruitiers et bordées de peupliers majestueux. Ayant débarqué et savouré nos tartines de thon frit arrosées de vin blanc de Céon, nous décidons d'un commun accord de remonter le cours du Jarret, dont la confluence avec l'Uvonne s'aperçoit à un jet de pierre. Il nous faudra seulement tirer un peu plus sur les rames, à l'aller et au retour, déjouer à la gaffe les pièges des Canets et Roselières. Le premier moulin se montre qu'une fois parvenu au pont de Saint-Pierre. Ce secteur du quartier Saint-Pierre, alors nommé Canissa, deviendra par la suite le lieu dit La Timone. Dans la propriété d'Étienne Roux, dit La Baume. Une prairie d'un hectare sur sa douzaine, avec sa bastide et ses nombreuses dépendances, dont un petit bief à main droite. L'appareil en question, loué au sieur Chier, et qui ne sert pour l'instant qu'à moudre de la brique pour produire du bâton et au corroi. 10 minutes plus tard, Cousin, qui a repris sa surveillance, me signale un deuxième ensemble, toujours côté droit, formé par une remise flanquée d'un engin pour battre l'off. C'est le moulin de la Madeleine ou de la Blancarde, dépendant des 7 hectares de terre, avec un parc d'agrément du négociant Pierre Bonardel, dont on découvre en surplomb la bastide toute neuve. Et si Cousin me tend maintenant la longue vue, ce n'est pas pour découvrir un énième moulin,
mais l'impressionnante masse architecturale de l'église à colonnade et fronton des Chartreux, pourvue à l'arrière de son vaste couvent datant d'un siècle. Précédant cet ensemble se voit un modeste moulin à farine géré par un ménager, des moines et que je suppose voué à de prochaines enchères. Elles se tiendront en septembre 1792. La minoterie qui succédera à ce moulin, réaménagé aujourd'hui en centre municipal d'animation, est visible sur la rocade du Jarret, au coin de la rue de la Conception. Passé des Chartreux, c'est à main gauche que se présente le moulin à farine de Saint-Just, ce relief allant d'un bout à l'autre de ce riant hameau. Aussi détenu naguère avec ses 2 hectares en potager et prairies par les pères Chartreux, il a été mis en l'encan en février 1791 et adjugé au négociant Victor Bastide. Il nous faut dorénavant souquer ferme car la pente du lit s'accentue. Nous allons rapidement passer de 60 à 80 mètres d'altitude pour atteindre les derniers appareils, le courant en amont devenant trop capricieux, 2 moulins accouplés sur les rives gauches, dits moulins de Sartan, dépendant du quartier de la Rose et sur la propriété de Lazare Paul d'une riche famille. Exempte de toute inspection, la descente du Jarret s'accomplit ensuite en toute quiétude, la lunette ne servant plus qu'à observer les pêcheurs de gardons, d'écrevisses, voire de sangsues, ainsi que les maraîchers courbés sur les rives, occupés aux travaux des champs. Le signal de notre retour au confluent de Montfuron est donné par le concert d'une multitude d'oiseaux, canards, râles et autres poules d'eau, attirés par une manne providentielle. Revenu sur le désormais large et puissant Uvonne, grossi du Jarret, mais aussi d'une dizaine de ruisseaux, entre Gouffon et Gironde, nous voguons vers la mer et je repère à la lunette, toujours sur le Grand Béal et à la hauteur du chemin de Mazargues, le moulin de Saint-Giniès, 3e et dernière possession de Saint-Victor, remontant en 1097, adjugé en décembre dernier au négociant Jean-Baptiste Guigou. La minoterie qui le remplaça fonctionna jusque dans les années 1960 sous le nom de Moulin du Prado. Me tournant ensuite vers la gauche, j'aperçois cette fois au niveau du chemin de Montredon et sur le long bief dit de Barral, doit son nom à Honoré Barral, créateur du moulin et à son béal au XVIe siècle, le moulin de ce nom dépendant du grand domaine, 40 hectares d'Honoré Borelli, et qui celui-ci conserve pour l'instant ravalé du rang d'écuyer à celui de simple bourgeois. Le fleuve côtoyant la propriété, nous entrevoyons parmi les frondaisons du parc l'imposant palais tout neuf à 11 travées, avec corps central à 2 étages, surmonté d'un majestueux fronton. S'en détache à l'arrière une haute éolienne dite pompe à vent mécanique, dans le rapport de nos prédécesseurs. Sur la rive opposée se distingue la modeste mais antique chapelle Notre-Dame du Vaune, vendue l'an dernier comme bien national au citoyen Esprit Isouard. Partie d'une ancienne abbaye des Prémontés, en 1204, reprise par les religieuses de Saint-Sauveur, 1528, la chapelle seule subsistera au XVIIe siècle et ne sera détruite qu'au tournant du XXe. La Vierge noire qu'elle contenait, cachée par une paroissienne sous la Révolution, se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Ginier. Ce sont cette fois les cris des oiseaux de mer, mouettes et gabions, qui nous annoncent l'embouchure, sa roselière et la plage de sable. Ici se termine aujourd'hui ma mission. Il ne restera plus qu'à inspecter le Caravelle et ses 6 moulins à farine, mais j'aurai tout loisir de le faire demain en remontant à pied depuis le Grand Bachat, où se trouve précisément le moulin de Riquetti, jadis propriété des seigneurs de Mirabeau, jusqu'au moulin des Égalades, appartenant à l'émigré Gantel-Guiton, comportant mes notes et quelques croquis des moulins faits par Cusin, tous montés d'un étage pour loger les meuniers, mais aux travées plus ou moins nombreuses. Mon rapport sera remis après-demain à Jean-Jacques Esmieux, secrétaire archivaire de la municipalité. J'espère que ce petit voyage le long du cours de l'Uvonne et du Jarret vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur quelques lieux de Marseille et on aura l'occasion de voir encore de nombreux épisodes pour pouvoir parler des différents cours d'eau. Donc là, on a vu l'Uvonne et le Jarret et donc on a vu qu'il y a fait mention aussi des Égalades, du ruisseau des Égalades. On aurait pu parler aussi du ruisseau de Plombières. Et donc, on aura, comme je disais, l'occasion de faire d'autres épisodes parce que l'eau et Marseille, c'est quelque chose de très important depuis toujours. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.